Derek Walcott, Café Martinique, les mots du crépuscule. Quand le crépuscule illumine, comme un ray d'ambre sur une scène de théâtre, ces misérables cahutes de bois et de ferraille rouillées qui encerclent nos villes, une tristesse théâtrale s'en dégage, car cette clarté, comme autrefois dans l'enfance, le nimbe d'une lampe à pétrole, nous donne le signal du retour. La lumière dans nos villes conserve un rythme encore bucolique, et les dernières voitures qui rentrent semblent fuir les ténèbres qui montent des marigots, des faubourgs ou de la forêt voilée de pluies silencieuses. Ailleurs, dans les vraies villes, une autre vie commence alors. Les néons s'illuminent par saccades jusqu'à une incandescence hystérique. Les bars, les restaurants, les cinémas rutilent de tous leurs artifices, et Maman, grand manipulateur des centres urbains, se met aux commandes. Mais ici, la lumière brouille les contours de nos plus solides bâtiments, sa couleur rappelle la rouille, elle tache plus qu'elle n'éclaire. Partir pour une répétition pendant ces minutes frémissantes, c'est s'adonner à des fins et non à des commencements, car l'on côtoie alors les mirages dorés de la misère, avec une résignation suspecte qui s'arrête aux détails, comme si les miséreux, dans leurs arrière-cours baignés d'un orange flamboyant, assis sous leurs arbres poussiéreux, ou remontant vers leurs favelas, réglaient tout naturellement une mise en scène, comme si la pauvreté n'était pas un état mais un art. Ainsi, le manque devient lyrique, et le crépuscule, patient comme un alchimiste, parviendrait presque à transmuer le désespoir en vertu. Sous les tropiques, rien de plus charmant que les quartiers pauvres. Pas de théâtre qui soit aussi vivant, volubile et bon marché. Il y a des années, on les regardait, on souffrait de les voir ainsi, et l'on prodiguait en silencieuse offrande la charité d'une langue qu'ils ne parlaient pas. Jusqu'à ce que la souffrance, comme la langue, finisse par acquérir une essence supérieure et lointaine. Le soir résonnait, d'une cacophonie de jurons, de commérages, de rires. Tout s'y faisait en public, alors que la voix intérieure nous parlait d'une langue réfléchie, polie, délicate, aussi éloignée de ses sujets que ce soleil qui refusait de disparaître, au point que l'état de son couchant devenait la métaphore du repli d'un empire et de l'avènement de nos doutes. Nous, gens des colonies, nous partions de ce constat, fiévreux, débilitant, que rien, jamais, ne pourrait se construire parmi ces cases croulantes, ces arrière-cours déchaussés, ces toitures moisies, qu'étant pauvres, le théâtre de toute notre existence était d'ores et déjà dressé. Ainsi, nous nous distribuions tout naturellement le rôle du martyr, avec la conviction mélodramatique que nous étions porte-parole de toute une ère, et que notre ego exacerbé obéissait à leur volonté. En notre enfance, simple et schizophrène, on pouvait mener deux vies, la vie intérieure, celle de la poésie, et la vie extérieure, celle de l'action et du dialecte. Et pourtant, les écrivains de ma génération ont été tout naturellement des assimilateurs. Nous connaissions la littérature des empires grecs, romains, britanniques, par leurs principaux classiques, et le patois des rues, comme la langue de l'école, bouillait l'ivresse de la découverte. Puisqu'il n'y avait rien, c'est donc que tout était à faire. C'est de cette ambition prodigieuse que nous sommes partis. 20 ans plus tard, si cette vision n'est toujours pas une réalité, ce qui fait qu'à chaque crépuscule, nous rallumons la ville de nos rêves. Là-bas, là-haut, au-dessus des tristes palissades, où les pauvres tournent en rond, si le théâtre reste une architecture imaginaire. Si, autour de nous, c'est encore et toujours le vide et le néant, du moins l'obscurité nous protège-t-elle toujours de l'effroi, de la représentation que nous nous donnons à nous-mêmes, tandis que la secte se rassemble
pour célébrer ces rites d'auto-anéantissement et de découverte de soi. Dans les ténèbres des origines, les principes premiers restent sacrés. Grammaire des mouvements corporels, choc d'une voix policée qui s'effare de son propre cri. Il nous faut nous dépouiller de siècles de servitude, mais il n'y a point d'histoire. Il n'y a que l'histoire des émotions. L'ignorance des êtres très jeunes se fait jour alors. Comme une jeune fille timide, impatiente de séduire, et notre instinct est féroce. Il nous faut violer cette fraîcheur, il nous faut la dégrader, la dépouiller de ses valeurs apprises dans les films et les livres, parce qu'elle aussi est prisonnière de son mirage. Elle se voit comme une étoile, superbe en son isolement, tandis que son pendant, l'acteur est là à la regarder, mais lui-même s'appuie sur un autre mirage, sur son double libéré de son environnement et de sa race. Leur simplicité n'est qu'ambition, et leur regard se voile de l'espoir d'un départ. Les plus nobles, ce sont ceux qui restent, pris au piège, ceux qui acceptent le crépuscule. Ceux-là, je les vois comme des héros, parce qu'ils entretiennent la pulsion sacrée de tous les acteurs du monde. Rendre compte de l'angoisse de toute une race. Et pour cela, il leur faut remonter à travers les ténèbres vers l'amnésie finale qui les attend. Ce gouffre obscur qui s'ouvre sous leurs pas, est terrifiant. C'est la remontée de l'homme vers le singe. Il faudrait que chaque acteur accomplisse ce voyage pour rejoindre ses origines, mais pour ceux que l'on a appelés non des hommes mais des imitateurs, des hommes de paille, l'obscurité sera totale, et la grotte ne pourra contenir aucun objet fait de main d'homme, aucun instrument d'anamnèse. Les bruits dont elle résonnera seront élémentaires, tumulte de la pluie, de l'océan, du vent et du feu. Et leur premier son sera comme le dernier, le cri. La voix devra ramper à la recherche d'elle-même, jusqu'à ce que, enfin, le geste et le son se mêlent et se fondent, jusqu'à ce que le flamboiement de leur chair les étonne eux-mêmes. Les enfants des esclaves doivent, de leur torche, cautériser leur mémoire. L'acteur doit briser son corps et le nourrir. Comme le conteur ancestral nourrit méditatif son feu, brindille par brindille. Ceux qui viennent de leurs ténèbres vers le brasier tribal doivent aussi avoir le courage de traverser ces flammes.